Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, on est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Da Fresh. Aujourd'hui, on parle de quoi en politique? Aujourd'hui, nous avons un invité qui est Monsieur Francis Edgar Simamba, qui est géostratégiste et analyste politique. Et avec lui, on va débattre un tout petit peu d'un sujet, un sujet qui n'a rien à voir avec forcément l'actualité événementielle, quoique les questions pourront nous orienter, pourront nous amener vers ce sens. Mais il s'agit pour nous d'essayer un peu d'interroger la situation de l'opposition à l'orée de l'élection de 2023, parce que vous savez que nous sommes à quelques 2 ans de l'élection présidentielle et on commence déjà quand même à ressentir dans les états-majors, aussi bien notamment dans l'opposition, un certain mouvement. Et aujourd'hui, on va discuter avec lui de cela, mais également un tout petit peu aborder le positionnement du PDG, qui est celui on va dire aujourd'hui, le PDG est prédominant dans l'ensemble de la vie politique nationale. Donc, avec lui, on va discuter de toutes ces questions, essayer d'avoir un éclaircissement et comprendre quelles sont aujourd'hui les stratégies mises en place par les uns et les autres, mais également essayer de comprendre quels pourraient être les positionnements ou les positions des uns des autres en 2023. Monsieur Simamba, bonjour. Bonjour à tous. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une opposition vivante et vivace en ce moment dans notre pays? Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et je vais directement répondre à votre question. Modestement, ma posture d'analyse politique, je vous dirais oui et je dirais non. Permettez-moi de dresser rapidement ou faire une photographie de cette opposition. D'accord, à l'orée des élections présidentielles de 2023. Voici les tendances lourdes qui se dégagent. C'est une opposition sans identité politique et idéologique. Elle ne présente aucune offre politique réelle, si ce n'est que dire matin, midi et soir, nous sommes pour l'alternance. C'est vrai que l'objectif de l'opposition, c'est la conquête du pouvoir. Mais quand vous regardez cette opposition, c'est une opposition beaucoup plus bureaucratique, qui se limite malheureusement sur le plan de ses actions. C'est beaucoup plus quoi, c'est les déclarations, les points de presse. Mais il n'y a aucune action politique d'envergure. Quelle devrait être cette action-là, par exemple? J'en viens. Et quand vous regardez cette opposition, malheureusement, elle prend l'alternance, mais en interne, elle est désorganisée. Regardez bien, observez le fonctionnement de l'ensemble de ces partis politiques de l'opposition. Ils éprouvent des difficultés à pouvoir alterner le personnel politique. On assiste à une forme de statu quo. Vous avez le leader qui est le président, la femme du leader qui est responsable des femmes et peut-être l'aîné des fils qui est le président des jeunes. C'est un peu ça la caricature. Cette opposition également, elle est éparpillée, malheureusement, éparpillée, dispersée. Il n'y a pas un objectif commun. Et moi, je parle beaucoup plus d'une opposition arc-en-ciel. Au lieu de parler d'une opposition, on a des oppositions. Parce que vous allez vous rendre compte qu'elle est éparpillée. Pourquoi? Parce que quand vous observez les comportements, les ajustements de certains acteurs, elle aurait compris pertinemment que le salut de cette opposition peut aussi se reposer sur la collaboration, sur la coopération et sur la cohésion de ses membres. Malheureusement aussi, n'ayez pas peur de le dire, cette opposition pêche beaucoup par le fait qu'elle n'a pas véritablement de moyens, d'accord? Donc, elle est financièrement dépendante. Mais également, un dernier point, permettez-moi de boucler par là, l'opposition gabonaise est minée par des querelles d'ego et des personnalités inutiles qui occasionnent malheureusement et le plus souvent des sentiments d'obstinité qui conduisent aux compétitions malsaines. Et pour finir, je vais chuter par là, le péché mignon de cette opposition, c'est de toujours prôner la politique de la chaise vide. Lorsqu'elle a rendez-vous avec l'histoire politique de la nation, malheureusement, vous avez vu en 2013, lorsqu'elles ont pris, notamment ces acteurs, ont décidé de boycotter les élections législatives. Moi, j'ai un avis négatif sur l'efficacité du boycott des élections comme étant une stratégie électorale. Voilà. Donc, moi, je pense que cette opposition aujourd'hui
elle n'a pas véritablement un leader. Parce que, regardez les années 80, 90, 2000, on avait les Pierre Ngongé. Pierre Ngongé au Kawa, on avait les pères Paul Mbabosolo, on avait Pierre Mamboundou. Il y avait quand même des leaders qui se dégageaient et qui étaient de véritables locomotives. Mais quand vous regardez cette opposition, en réalité, vous avez l'impression même que cette opposition n'a pas l'objectif de combattre le pouvoir. Mais les acteurs se combattent entre eux pour leur propre positionnement et la défense de leurs intérêts stratégiques. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit le positionnement de Barreau Chambrier, est-ce qu'il ne reflète pas un tout petit peu cette idée de leadership au niveau de l'opposition, Barreau Chambrier? Bon, mais j'étais ici il y a 5 mois, nous avons discuté de M. Barreau Chambrier, notamment lors de la prise d'armes entre les deux tendances de RHM, RPM. Et vous avez un peu mon avis. Vous savez, malheureusement, Barreau Chambrier, comme d'autres acteurs, d'accord, qui animent l'opposition gabonaise aujourd'hui, tous, c'est des anciens barons du système, c'est des anciens barons du pouvoir. Quelle est l'offre politique que M. Barreau Chambrier propose aux Gabonais? Est-ce qu'il est doté d'un aura national? C'est les questions qu'il faut se poser. Ça peut se construire. Ça peut se construire. Puisqu'il appelle au rassemblement avec les alliés qu'il pourrait avoir en 2023, il pourrait créer un consensus autour de lui qui pourrait lui donner cette envergure nationale. Attention, hein, l'appel au rassemblement, ça ne se décrète pas. Ça doit être le résultat d'un long processus de construction interne, de négociation, parce qu'en politique, vous devez savoir que c'est chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il faut faire des concessions. Est-ce que les autres le reconnaissent d'abord comme leader? C'est vrai, tu peux s'autoproclamer leader et appeler au rassemblement autour de ta candidature. Est-ce qu'il est doté d'un aura national? Est-ce qu'il dispose, d'accord, de capacités pour pouvoir influencer lors de cette élection? Mais on a fait le même grève à Jean-Ping en 2016. Personne n'attendait à ce qu'il puisse rassembler autant. Et il a fini quand même par trouver un moyen de consensus et à représenter l'opposition à l'élection présidentielle. Est-ce que Barreau Chambrier ne peut pas être dans les mêmes Suivez dessins? mon regard. Jean-Ping, c'est Jean-Ping. Barreau Chambrier, c'est Barreau Chambrier. Mais n'empêche qu'ils sont des acteurs politiques. Oui, mais après, vous devez savoir qu'à chaque élection a son contexte. Chaque élection a ses réalités. Et chaque élection conduit véritablement à l'émergence de nouveaux acteurs. Moi, je pense que les déclarations qui se font pour le moment, malheureusement au niveau de l'opposition, c'est des déclarations assez précoces. 2023, c'est maintenant, c'est demain, mais attendez voir dans un an. Vous avez parlé d'absence d'idéologie ou d'identité idéologique, mais également de vision claire de l'opposition. Est-ce qu'on ne peut pas trouver les mêmes griefs à l'endroit de la majorité? Bon, mais après, les contextes ne sont pas les mêmes. Moi, je pense que s'il faut faire une analyse froide ou jeter un regard objectif au niveau de la majorité, vous suivez l'actualité comme moi. Aujourd'hui, la locomotive PDG autour de sa galaxie présidentielle est en train de se préparer pour mieux aborder cette élection. Par contre, là, vous avez assisté au processus de fusion-absorption. Il y a DN qui a déjà signé. Je pense, dans les jours à venir, au lendemain des audiences avec le président de ce parti, le RV, le FDG et bien d'autres tendances comme la tendance Matsavala, vous êtes en train d'assister au retour des fils spirituels de l'ancien président à la maison mère. Ça veut dire que même au niveau du PDG, il y a un peu d'humilité. Ils ont compris que mieux vaut ouvrir parce que c'est une élection capitale et les enjeux seront différents. Maintenant, c'est qu'il faut dire, il faut que le PDG en interne, voici les problématiques qui doivent se poser en interne. Quelle place ceux qui sont là vont-ils réserver à ceux qui viennent? Et deux, vous savez, le changement est un mouvement irréversible. À un moment donné, il faut qu'au niveau du PDG en interne, il faut qu'on sente les mutations. Il faut renouveler le personnel politique. Il faut l'émergence d'une nouvelle classe, une nouvelle élite politique. Ça fera quand même bouger les lignes et il y aura beaucoup plus d'originalité. Mais ceux qui arrivent, et du moins ceux qui reviennent, et ceux qui sont déjà là, c'est des gens de la même génération. Est-ce que vous pensez qu'il y a réellement
dans le PDG une volonté de pouvoir aller dans le processus qui est celui de renouvellement du personnel politique au Gabon? Bon, vous savez que un parti politique, il y a d'abord un leader. D'accord? C'est le leader qui fixe le cap. C'est lui qui a la vision. Au-delà de petites concurrences ou rivalités politiques en interne entre acteurs, moi je pense que c'est le président de ce parti qui doit fixer le cap. Vous savez, l'homme noir en général et le Gabonais en particulier est réfractaire au changement. Personne ne veut laisser sa place. Regardez la configuration lors des dernières législatives. Il y a des candidats qui ont été battus dans les sièges, les candidats PDG, qui sont revenus 12, 15 ans plus tard. Il y a d'autres même qui n'avaient aucune présence réelle sur le terrain, mais par des réseaux et des petites combines se sont retrouvés investis. Moi, je pense que parmi les innovations qu'il faut apporter au niveau du PDG, il faut vraiment que la base décide, même au niveau de la désignation des candidats aux futures élections législatives locales. Alors, il y a qu'aujourd'hui, la classe politique s'est réunie autour du Conseil national de la démocratie pour l'éventualité d'un dialogue. Quelle est votre lecture sur le sujet? Bon, mais ma lecture, elle est mitigée. Je dirais oui, je dirais non. Oui, c'est bien que les hommes parlent. Il faut avoir le courage historique à un moment donné, chaque fois que ça ne va pas. Et je pense que c'est l'identité politique et diplomatique du Gabon. C'est la recherche du consensus, la préservation de la cohésion nationale et la préservation de la paix. Dans notre sous-région qui connaît des bouleversements géopolitiques et des guerres intestines, ce qu'il faut dire, c'est que on veut dialoguer, oui. Qui veut dialoguer? Et pour dire quoi? Il y a le dialogue d'Angondje qui s'est passé. D'accord? Commençons d'abord par appliquer les résolutions de ce dialogue politique d'Angondje. Et quand tu regardes ceux qui portent ce dialogue, suivez mon regard, il y a certains d'entre eux là, il y a moins de 2 ans, ils étaient à de postes de responsabilité importants à la tête de certaines directions et les administrations décentralisées ou à la tête de certaines entreprises parapubliques, mais ils ne posaient pas le problème du dialogue. Il faut quand même lire entre les lignes. Ils posent implicitement le problème du positionnement personnel et de la défense de leurs intérêts. On va au dialogue pour parler de quoi? À 2 ans des élections présidentielles. Le partage du gâteau, rentrer au gouvernement. Le gâteau, Bon, beaucoup estiment que le Gabon, c'est leur gâteau. Ou certains font un peu de blim-blim, ce qu'on appelle la communication politique, dans le but d'être cooptés par le parti au pouvoir et figurer probablement dans le prochain gouvernement. Donc, vous devez comprendre que l'opposition aussi, à l'intérieur, il y a des acteurs qui ont des objectifs totalement à l'opposé de l'objectif principal qui est la conquête du pouvoir. Est-ce que si quand même ce dialogue trouve l'assentiment de l'exécutif, on ne pourrait pas observer des grands bouleversements sur le plan de l'échiquier politique national? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir toute une reconfiguration qui ferait que finalement la situation que vous décriez tout à l'heure soit peut-être plus patente en ce qui concerne l'opposition? Bon, déjà il faut dire que malheureusement c'est le constat qui est fait en Afrique, contrairement à l'Occident. Beaucoup pensent que lorsqu'on parle négocier, à la fin on doit être récompensé. Mais il faut mettre l'intérêt supérieur de la nation devant. Nous attendons ce qu'on ait des acteurs politiques, la fois de l'opposition, de la majorité ou de la galaxie présidentielle. Quand ils sortent des négociations, c'est le Gabon qui est gagnant. Ce n'est pas après dire qu'il faut partager les postes. S'il y a 40 portefeuilles au niveau du gouvernement, l'opposition doit prendre 5. Mais c'est une manière de favoriser les paresseux. Certains d'entre eux ont échoué brillamment aux élections. Certains acteurs de l'opposition ne devraient même plus avoir le courage de parler avec l'étiquette de l'opposition. Il y a certains d'entre eux là, leur parti n'existe que dans les mallettes. Aucun congrès, aucune structuration interne. Mais quelle est la plus-value qu'ils vont apporter lors de ces assises? D'autres iront dormir. Le Gabon, quand vous regardez le paysage politique gabonais, c'est plus de 50, 55, bientôt 60 partis politiques. On est mais à peu près à 53 Ouais. Combien existent au niveau des 2 chambres du Parlement? Vous conviendrez avec moi que c'est la quasi-domination de le PDG et la galaxie présidentielle. Où sont ces partis mallettes, les partis que les gens transportent dans les mallettes pour aller dans les négociations? Aujourd'hui, il faut certes
une concertation, tout dépend, l'appel de brave, la négociation ou le dialogue politique, mais il faut fixer les règles. Alors, quelle serait finalement la part des jeunes dans le processus qui va s'enclencher? Parce qu'on sait qu'à partir de l'année prochaine, du moins début 2022, en 2022, on va commencer à voir des sorties. D'ailleurs, ça a commencé avec les mouvements politiques qui ont commencé déjà à repartir sur le terrain, comme on l'a vu en 2014-2015. Quelle serait aujourd'hui la place des jeunes dans cet ensemble-là? Mais c'est aux jeunes de se positionner. Il y a les jeunes à la fois dans la majorité au niveau du bloc de la galaxie présidentielle, il y a les jeunes dans l'opposition. D'accord? Jeunes, ce n'est pas un statut. Jeunes, ce n'est pas une clé passe-partout. Les jeunes doivent déjà savoir ce qu'ils veulent, quel est le rôle qu'ils veulent véritablement jouer. Est-ce que certains veulent continuer à jouer le rôle de transporteur de mallettes, de remplir les meetings pour accueillir les leaders, ou veulent apporter leur pierre à l'édifice, notamment dans la réflexion stratégique, notamment dans le choix. Le choix. Il y a des jeunes qui ont de la valeur. Regardez la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de jeunes qui ont pu se démarquer et qui ont été élus. Donc, c'est à d'autres jeunes de prendre le pas. Ils doivent emboîter le pas. Moi, j'ai horreur, en tant qu'analyste, de souvent écouter certains jeunes dire que le temps de la jeunesse est arrivé, mais le pouvoir, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Mais il y a aussi un environnement folklorique qui est là, qui fait que le jeune est toujours amené à la situation de... Ils ne sont pas encore peut-être prêts. Et les états-majors politiques, d'ailleurs, vous l'avez souligné tout à l'heure, les états-majors politiques ne préparent pas assez la relève. Dans cet environnement, comment peuvent-ils objectivement se déployer pour être des acteurs qui comptent sur la place politique? Je vous renvoie, je vous présente une photo caricaturale, vous allez comprendre. Regardez bien les dernières élections législatives. Qui a plus investi les candidats jeunes? Vous serez surpris, hein? C'est le PDG de la galaxie présidentielle. Mais regardez dans l'opposition, c'est le statu quo. Ce que je veux dire, M. Mosley, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes doivent déjà se démarquer. Ce n'est pas à l'orée d'une élection qu'il faut se positionner. Qu'est-ce que les jeunes font? Vous vous démarquez dans votre domaine de compétences, d'accord? Les jeunes qui veulent faire politique, qui veulent faire carrière politique doivent se construire. Il n'y a pas de génération spontanée. Ceux qui sont à la tête du pays, il y a beaucoup qui ont démarré leur carrière politique à 22 ans, 23 ans, 24 ans. D'accord? D'autres même 18 ans. Mais beaucoup même, ils ne font pas preuve de militantisme. Quelqu'un va s'autoproclamer leader. Il est leader de quartier, il est leader d'association. Quelle est ta notoriété? Quelle est ton aura? Le tout, ce n'est pas faire des déclarations pour prétendre être leader. Un leader doit avoir une base politique. Tu es leader d'où? Tu fais quoi? Quelles sont les actions d'envergure que tu as posées sur le plan social, sur le plan économique? C'est un peu ce changement de paradigme vers lequel on doit partir. Éviter de dire que les jeunes n'ont rien, les jeunes sont marginalisés. Si les jeunes ne font rien, ils n'auront rien. Parce que derrière rien, il n'y a rien. Merci. Merci Mosley d'avoir accepté notre invitation ce matin avec M. Simamba Francis Edgar, analyste politique. Avec lui, on est parti un peu de gauche à droite. Hein. Et c'est souvent intéressant d'avoir des avis qui viennent d'ailleurs. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM. La station Urban, on fait un tour en publicité et on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.